Président de la République, chef de l'État, a présidé ce mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la deuxième réunion extraordinaire du Conseil du ministre du gouvernement de la République, la première réunion du Conseil de la nouvelle année 2025. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la situation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Le Président de la République a tenu à rappeler qu'à l'instauration de l'état de siège était commandée par le besoin impérieux de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, exposées depuis plus de 2 décennies aux multiples violences perpétrées par des groupes armés locaux étrangers, occasionnant des viols des femmes et des jeunes filles, des massacres et déplacements massifs des populations, des pillages de ressources et autres maux insupportables. Plus d'une année après, sur son instruction, le gouvernement avait organisé à Kinshasa, du 14 au 16 août 2023, une table ronde pour dresser les bilans, afin d'identifier les meilleures orientations adoptées quant à l'avenir du régime exceptionnel instauré. Consécutivement aux recommandations de la dite table ronde, dans son message à la nation du 12 octobre 2023, il avait insisté sur la nécessité d'établir un dispositif transitoire pour mettre fin à l'état de siège en rétablissant l'autorité civile dans les zones sécurisées par les forces de défense et de sécurité du pays. Ces processus devraient impliquer, entre autres, l'assouplissement des mesures restrictives de liberté, notamment en matière de circulation de personnes et de biens. Le Président de la République a rappelé qu'au cours de la 17e réunion du Conseil des ministres tenue le 11 octobre 2024, il avait instruit la Première ministre au fin d'évaluer de manière exhaustive les mesures d'assouplissement en tenant compte de la scolarité des enfants, en favorisant un environnement propice au développement économique et en envisageant aussi l'allègement des mesures fiscales pour soutenir les entreprises locales. À la suite de la mission interinstitutionnelle d'évaluation conduite par la Première ministre du 22 au 24 novembre 2024 dans les provinces précitées, il lui a été rapporté, d'une part, que l'état de siège est encore considéré comme une nécessité du fait de la dégradation de la situation sécuritaire caractérisée par la recrudescence des velléités expansionnistes de Rwanda et ses supplétifs terroristes, et d'autre part, le besoin d'alléger davantage les dispositifs de l'état de siège s'est fait sentir au sein des populations concernées. Ainsi, dans la perspective de mettre progressivement fin à ces régimes, en passant par l'atténuation considérable de ces effets exceptionnels et en garantissant en même temps la sécurité et la stabilité des régions affectées, le Président de la République a engagé le gouvernement sous la coordination de la Première ministre chef du gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, à produire une feuille de route déclinant les actions à mener au regard des recommandations produites. Cette feuille de route est attendue dans un délai de 15 jours. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur le projet Compact énergétique national de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la plateforme de partenariat initiée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, élargie à d'autres partenaires clés, et la Commission de l'Union africaine pour fournir de l'électricité à 300 millions d'habitants en Afrique subsaharienne à l'horizon 2030, tout en prenant en compte la cuisson propre,
le président de la République a évoqué le projet Compact énergétique national de la République démocratique du Congo. Ce dernier est développé avec comme objectif l'accroissement du taux actuel d'accès à l'électricité de 21,5% à 62% à l'horizon 2030 pour environ 80 millions d'habitants au rythme de croissance annuelle de 1 à 6%. Les capitaux nécessaires à l'atteinte de cet objectif sont estimés à 37 milliards de dollars américains, dont 17 milliards de dollars à mobiliser par les secteurs publics et 20 milliards par les secteurs privés. L'accroissement de l'accès à une puissance plus 1% à l'horizon 2030 pour environ 40 millions de personnes avec un investissement estimé à 500 millions de dollars. Au-delà de l'accès à l'électricité et à des solutions de cuisson propres, il a indiqué que le Compact énergétique national impulsera les développements économiques et industriels du pays en facilitant l'intégration nationale et régionale, en plus de la réduction drastique de la pression sur notre forêt. Il a été enrichi à la suite des fructueux échanges entre les principaux acteurs impliqués dans les secteurs de l'électricité à l'occasion de consultations organisées sous son patronage au mois de décembre 2024 à l'effet d'assurer l'inclusivité des 10 acteurs à ces programmes intégrateurs qui appellent la préparation et la mise en œuvre des compacts routiers, ferroviaires et miniers. Le président de la République a engagé les membres du gouvernement en charge des secteurs concernés à élaborer de projets spécifiques qui s'arrimeront au compact énergétique. Le rapport y relatif est attendu fin juin 2025. Par ailleurs, il compte présenter le compact énergétique ainsi affiné au sommet des chefs d'État africains sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. Après son adoption par le gouvernement, sa synthèse sera incorporée dans le document final à rectifier par les chefs d'État à cette occasion, qui sera couplé à leur déclaration d'engagement pour sa mise en œuvre. Le président de la République a invité le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, sous la coordination de la Première ministre, en collaboration avec le ministre des Finances ainsi que le ministre sectoriel concerné, à s'approprier ces compacts afin que soit produit urgemment le plan d'action réaliste et pragmatique pour notre pays dans les 45 jours qui suivront la signature par des chefs d'État à Dar es Salaam. Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur quelques points. D'abord, elle a déclaré 2025 comme une année de raffermissement des valeurs morales et d'optimisation de l'action gouvernementale. Ces messages forts sur notre responsabilité collective a été partagé dans les cadres de vœux de nouvel an qu'elle a respectueusement adressés au président de la République et aux différents membres du gouvernement. Dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028, elle a rappelé que nos priorités doivent être 1. La promotion de la culture du résultat et de la performance. 2. L'utilisation judicieuse de nos ressources financières en veillant à la transparence et à l'intégrité pour bâtir la confiance du public. 3. Les respects scrupuleux des principes éthiques et déontologiques qui guident notre gouvernance. Elle a rappelé que notre ambition est de redonner à notre pays par sa grandeur en prenant l'excellence et en mettant notre expertise au service de la nation. Réitérons notre engagement sur cette voie pour un gouvernement éthique, performant et véritablement au service de la nation et de notre peuple. Elle a aussi rappelé la nécessité pour tous les membres du gouvernement d'être redevables. Ensuite, la Première ministre a évoqué la nécessité d'évaluer les engagements pris lors de différentes commissions paritaires organisées dans la perspective de la préservation de la paix sociale, telle que l'a toujours souhaité le président de la République. Pour rappel, les commissions paritaires ont produit, à la suite d'un processus républicain d'échange et de discussions, des protocoles d'accord avec des engagements qui font actuellement l'objet d'un traitement spécifique au niveau du ministère concernés, notamment les ministères en charge de la fonction publique, du budget,
de l'éducation nationale, des finances, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique, de la santé publique, de l'emploi et du travail. Dans les mêmes élans républicains et patriotiques, le gouvernement salue la décision prise le mardi 14 janvier 2024 par le banc syndical de la santé publique de suspendre la grève entamée depuis la fin de l'année dernière sur l'ensemble du pays. Une décision prise à la lumière des efforts du gouvernement qui atténue ses engagements, notamment en ce qui concerne l'évolution positive de la paye complémentaire de médecins et plus largement qui montre sa volonté de rencontrer l'ensemble des revendications de professionnels de la santé de notre pays. La Première ministre envisage la convocation d'une réunion de mise à jour sur les enjeux de la rentrée sociale pour évaluer les revendications exprimées par les différents bas syndicaux et leur niveau actuel de prise en charge et d'exécution par le gouvernement. Enfin, elle a terminé son intervention par informer le membre du gouvernement du renforcement de la gouvernance par les respects stricts des procédures de la chaîne de la dépense à la suite de la publication le 8 janvier 2025 au journal officiel de l'arrêté interministériel numéro 110/État/Budget 2024 et Cap/Finance 2024-123 du 20 décembre 2024 portant manuel révisé à titre transitoire des procédures et du circuit de la dépense en République démocratique du Congo qui désormais encadre tous les processus d'exécution des dépenses publiques par les gestionnaires des crédits. L'application de cet arrêté interministériel, a-t-elle rappelé, vise la parfaite maîtrise de la programmation et l'exécution des dépenses publiques en rapport avec les instruments budgétaires qui constituent le plan d'engagement budgétaire et le plan de trésorerie, cela étant l'un des fondamentaux de la stabilité du cadre macroéconomique. La Première ministre a invité le ministre d'État, ministre du Budget et les ministres des Finances à lui soumettre avant le prochain Conseil des ministres les termes de référence d'un séminaire gouvernemental qui sera organisé dans un bref délai pour une compréhension commune du dit arrêté interministériel et pour une meilleure vulgarisation auprès de l'ensemble des gestionnaires de crédit. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, point 1, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure globalement calme, a été marqué cette année par la satisfaction de la majorité de l'opinion sur le comportement affiché par les forces armées qui multiplient les exploits sur les différentes lignes de front contre l'ennemi. La désapprobation totale et générale de propos du président rwandais lors de son point de presse tenu récemment à Kigali concernant la situation sécuritaire dans la partie est du pays où ses troupes sont engagées dans une agression contre la RDC. La désapprobation de la population suite aux déclarations de certains acteurs politiques qui enflamment l'opinion nationale avec des propos de nature à briser la cohésion nationale nécessaire en ce moment où le pays fait face à une agression extérieure. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le point du dossier des sujets chinois arrêtés en possession illégale des lingots d'or et d'une somme importante d'argent à monnaie étrangère dans la province du Sud Kivu. Au terme de l'instruction judiciaire ouverte à ces sujets, les prévenus ont été principalement condamnés à 7 ans de servitude pénale, au paiement de 600 000 $ américains d'amende et à une interdiction de séjourner en République démocratique du Congo. Tout ceci pour des infractions de séjour irrégulier, d'achat illicite et des détentions illégales des substances minérales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a dans les chapitres de la criminalité, du banditisme urbain, informé le Conseil de la poursuite de l'opération Lobo qui se déroule bien à la grande satisfaction de nos populations. Avec le concours du ministère de la Justice et Garde-Sceaux, une série d'audiences foraines a été organisée et qui a permis
l'arrestation et la condamnation de plusieurs Kuluna passés devant leur juge naturel. Le vice-premier ministre de la Défense a complété le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en revenant spécifiquement sur la situation opérationnelle sur toutes les lignes de front dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il est encore revenu sur la vaillance et la bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui opposent des répliques énergiques et qui se sont soldées par la récupération de plusieurs localités d'importance stratégique et des pertes en vies humaines dans les rangs des militaires de l'armée rwandaise. Et leur contre-offensive se poursuit sans désemparer. Dans les Nord Kivu, il a aussi informé que plusieurs terroristes du M23 RDF ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité de Ndeluma en territoire de Lubero. Entre les 7 et les 12 janvier, nos vaillants militaires ont réussi à reconquérir après d'âpres combats des localités, notamment la cité frontalière Ishacha, Irambi, Kirumba, Kaina et la cité de Louf. En territoire de Massissi et Walikale, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent leur action avec détermination pour empêcher l'ennemi, malgré ses renforts en armes et en matériel venus du Rwanda, d'atteindre son objectif d'expansion. En territoire de Nyiragongo, les FARDC soutenus par les VDP font face à la coalition ennemie aux alentours du parc national de Virunga. Au sud Kivu, nos vaillants militaires ont reconquis le 12 janvier dernier plusieurs localités et cités occupées par des agresseurs, notamment Lumbishi, Ruzintaka, Kamatale et Kabine. Les actions décisives se poursuivent contre les autres groupes armés Greta Bara, Turaneo, supplétifs des agresseurs dans la région. En Ituri, les dispositifs opérationnels restent en alerte et la traque contre le milicien Kodeko et ADF-MTM se poursuit. Dans la partie ouest, les actions militaires se poursuivent dans le cadre de l'opération Gemba pour mettre fin à l'activisme des Mobondo dans les triangles Congo central, Kinshasa, Grand Bandundu. Au demeurant, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées sur toutes les lignes de front à restaurer la sécurité, à récupérer les zones perdues et à rétablir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre